bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan lecture du mois d'octobre. Et je pense que ce qu'on peut dire c'est que ce mois d'octobre 2025 aura été très particulier. Et j'ai eu une panne de lecture. Alors pour certains ça va vous faire rire parce que il y a certaines personnes quand elles disent qu'elles ont une panne de lecture c'est qu'elles ne lisent pas pendant 3-4 semaines. Moi j'ai lu mais j'ai peiné à lire, j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas hyper kiffé mes lectures. C'est ça que j'appelle pour moi une panne de lecture. C'est que vraiment c'est pas évident. Plusieurs raisons à ça, hein. Tout simplement je me suis mariée, ensuite j'ai repris le travail, puis je suis tombée malade et en même temps que j'étais malade on visitait des maisons pour potentiellement faire un achat immobilier. Donc comment vous dire que j'étais très fatiguée et que du coup le soir j'avais peu de temps et aussi beaucoup de fatigue, ce qui fait que j'arrivais pas à m'immerger complètement dans les livres parce que s'il y a des personnes qui aiment lire 20-30 pages par jour, moi j'arrive pas à m'immerger complètement dans les romans en ne lisant que 20-30 pages par jour. Ma moyenne c'est à peu près au moins 100 pages d'un livre histoire d'être vraiment dans le truc et pas coupé à chaque fois en plein milieu. Évidemment je parle pas de l'audio parce que l'audio c'est moins de pages mais c'est plus de temps et j'ai l'impression d'être vraiment immergée dedans. Donc l'audio ça va si je lis 40 pages par jour par exemple, mais physiquement voilà j'ai besoin de plus, j'ai besoin vraiment de m'immerger. Ce qui fait que vous allez voir que ce bilan il est vraiment pas terrible par rapport à tout ce que j'ai pu faire précédemment, que ce soit qualitativement ou quantitativement d'ailleurs. J'ai 9 livres à vous proposer, alors ça peut vous paraître beaucoup mais dans ces 9 livres il y a une BD et surtout il y a 3 abandons. 3 abandons qui ont été quand même assez rapides. Donc au final ça fait 6 livres dont une BD. Vous voyez finalement c'est pas tant que ça par rapport à mon rythme classique de lecture. On va passer aux petites stats un petit peu classiques. Donc je vous disais 3 abandons. Sur tous ces livres, 5 livres sont destinés à un public adulte et 4 sont destinés à un public jeunesse, que ce soit young adulte ou vraiment jeunesse pour la BD, la seule d'ailleurs, c'est le seul qui est en jeunesse. Je n'ai eu aucune lecture en anglais. La moitié de mes lectures ont été de la fantasy et là où je vous dis que c'est pas terrible, c'est que 2 de mes DNF sont de la fantasy et le troisième c'est du fantastique. Un mélange un petit peu spécial des genres, mais bon. Bref, ça a été très difficile pour moi la fantasy et j'avais besoin de thrillers, de romance pour que ça aille plus vite, pour que j'arrive à plus être immergée dans l'histoire parce que la fantasy forcément ça demande un petit peu plus d'immersion parce qu'il y a un monde, il y a des choses, voilà. Et du coup j'ai remarqué, voilà, la fantasy c'était très difficile pour moi au mois d'octobre alors que c'est mon genre de prédilection. On passe maintenant au point saga et il est pas très glorifiant puisque j'ai terminé une saga qui est plutôt DNF d'ailleurs puisque je n'ai pas terminé le livre, c'est la saga de The Crimson Moth, donc Heartless Hunter en français. C'est une duologie et j'ai DNF le tome mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ça fait une saga en moins. J'ai avancé cependant sur une saga, c'est la saga Pietro Garber de Donetto Carisi, c'est une saga de thriller et j'ai commencé 3 sagas. Alors en vrai, franchement j'ai tellement avancé mais sur mes sagas cette année, un truc de fou, là je crois que je suis à 35 sagas en cours, j'ai vraiment charbonné. Donc en fin d'année de rajouter des nouvelles sagas, ça me contrarie pas plus que ça parce que je sais que j'ai vraiment bien avancé, que j'ai fait un énorme tri et que du coup c'est raisonnable de rajouter ces sagas là. Ce sont 3 sagas bien différentes puisque nous avons une romance saisonnière, young adulte, une saga de cozy mystery adulte et une saga de romantasy, enfin j'appellerais pas ça romantasy, c'est plus de la romance paranormale mais bon chacun donne le nom qu'il veut. Avec donc Assistant to the Villain. Donc voilà, au niveau du point saga, c'est pas ouf par rapport aux chiffres, mais au final, vu que je suis très en paix avec tout le travail que j'ai fait sur mes sagas cette année, c'est ok. Très rapidement, je vais vous parler de mes DNF, donc je vous en parlais tout à l'heure. Le premier que j'ai DNF, c'est donc le 2e tome de Heartless Hunter de Kristen C. Charlie. J'avais adoré le premier tome, j'en avais fait des louanges. Et le 2e tome, je me suis ennuyée, il y avait que de la romance, j'avais envie de lever les yeux au ciel, parce que c'est pas de la romance que j'ai trouvé à mon goût, tout simplement. C'est pas une question de bien écrit ou pas. Vraiment je l'ai pas trouvé à mon goût, j'ai trouvé que ça tournait en rond là-dessus et que l'autrice avait du mal à se dépatouiller son histoire. Donc j'ai préféré arrêter là, alors que vraiment j'adorais cette saga. J'avais même commandé le 2e tome en version Fairyloot, heureusement pour moi, hein, dans un sens. Je me suis dit que j'allais l'écouter en français parce qu'il était déjà dispo en français et que l'expédition tardait un petit peu. Et en fait, vu que j'ai pas aimé, j'ai annulé ma commande. Ça m'a fait gagner de l'argent, donc c'est pas plus mal. J'ai également
à mon grand désespoir, abandonné Les Radley de Matt Haig, publié chez Nami. Ça avait énormément de potentiel, on est sur une famille de vampires qui vit dans la vraie vie, sauf que les parents sont végétariens, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas, du moins ils ne boivent pas de sang humain, et leurs ados commencent voilà, à faire leur crise d'ado. Ça promettait beaucoup de rire et de machin, mais alors l'écriture, mais ça n'allait nulle part, ça n'allait pas là où c'était intéressant. Il y avait des monologues vraiment très très longs et très inintéressants. Et en fait, je suis dégoûtée parce que j'avais pas du tout aimé non plus celui d'avant, Une vie impossible. Vraiment, j'avais pas aimé. Sauf que moi, j'avais adoré La bibliothèque de minuit. Et je m'étais dit, oh, Une vie impossible, c'était juste, voilà, un livre qui est mal passé. C'est pas grave. Sauf qu'en fait, là, ça fait déjà 2 livres. Donc je crois qu'en fait, l'exception, c'était La bibliothèque de minuit, et que Matt Haig finalement n'est pas un auteur pour moi. Et alors vu comment je vous ai parlé de La bibliothèque de minuit et de Matt Haig, je suis très déçue. Vraiment je suis très déçue. Enfin vraiment j'ai pas du tout aimé. Je l'ai écouté en audio et vraiment je crois que je suis arrivée à la page 70 et je me suis dit non mais je peux pas en fait, c'est de la torture. Limite vraiment c'était presque de la torture. Donc voilà j'ai arrêté. Idem pour Une soif insatiable de Angela Montoya publié chez De Saxus. Alors idem non pas pour les mêmes raisons. Je l'ai commencé. En fait on est sur vraiment une histoire de vampire mais plutôt dans le monde voilà latino-américain. Notamment on a Lalo qui est transformé en vampiro et qui vit très très mal hein, sa condition de vampire, et il y a Carolina qui elle est une chasseresse de vampires. Et en fait je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Je saurais pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'étais malade, qu'on faisait des visites de maison et que comme je vous disais du coup je n'avais pas le temps de m'immerger dans cette histoire et que je l'ai lu 20 pages par 20 pages? C'est fort probable. Donc clairement celui-ci c'est un abandon, mais un abandon je pense qui est énormément lié aux circonstances de la lecture. Donc vraiment ne prenez pas ça pour argent comptant. Enfin de toute façon je vous le dis à chaque fois hein, mes avis sont tellement subjectifs. La lecture c'est hyper subjectif, il y a des choses qui me plaisent, qui me plaisent pas. Ça dépend de la personne, ça dépend ce qu'elle recherche, ça dépend le moment où elle le lit. Donc quoi qu'il arrive, je vous dis jamais qu'un livre est mauvais et n'y allez pas. Juste celui-ci d'autant plus, je l'ai pas aimé. Mais pour les personnes qui auraient à peu près les mêmes goûts que moi, c'est pas significatif dans le sens où vraiment je l'ai lu à une période qui je pense a été fatale pour l'appréciation de ce livre. Donc voilà. Je vais vous parler de la BD et ensuite on passera à mes lectures du coup parce que je vous ai pas fait d'update lecture donc je vais quand même vous parler de tous les livres. J'ai lu le 2e tome de L'île du crâne, scénarisé par Max Lermenier d'après un roman d'Anthony Horowitz, illustré par Clément Lefebvre. C'est une BD que j'avais eue à Montreuil l'année dernière. D'ailleurs je vous l'annonce hein, pour ceux qui pensent m'y croiser, je n'irai pas à Montreuil cette année. Sorry. En fait je me suis rendu compte, et Aurélie aussi, hein, je parle en mon nom, je la laisserai si elle a envie de vous en parler. Voilà. Mais on est tombé plutôt d'accord, parce qu'on y allait toutes les deux, qu'en fait c'était plus une occasion de se voir et des souvenirs ensemble que vraiment apprécier le salon. Le salon en lui-même il est génial. Les maisons d'édition c'était toujours un plaisir en fait de revoir les gens. Et en fait c'est plus une occasion de voir les gens que de vraiment s'intéresser au livre. Et en fait plus ça va et moins on est intéressé par tout ce qui est jeunesse et young adulte. Là je vais reparler en mon nom parce que j'aime pas parler en nom des autres. Mais plus le temps passait, moins j'avais envie d'acheter de livres à Montreuil. Déjà parce que j'en reçois aussi beaucoup. En fait vu que je m'éloigne du young adulte, j'avais de moins en moins envie de faire de dédicaces. Il y avait de moins en moins de dédicaces qui m'intéressaient. Et je vous avoue que passer 1h20 dans une queue, si c'est pas pour mon auteur préféré, j'en ai plus envie. Je le faisais au tout début quand j'ai commencé les dédicaces et tout, je trouvais ça trop bien. Et puis petit à petit, et ben je me suis rendu compte que parfois je faisais dédicacer des livres que je connaissais pas l'auteur. Je faisais beaucoup de temps de dédicaces, je faisais dédicacer et puis après j'aimais pas le livre. Et c'était débile quoi. Donc petit à petit on s'est dit on va faire dédicacer que des livres qu'on a lus. Et puis petit à petit il y avait de moins en moins de livres dans la catégorie young adult que j'avais lu et que j'avais envie de faire dédicacer. Et donc voilà, je pense que il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. C'est certes un moment très chouette pour revoir du monde, pour partager autour de la lecture, c'est très très cool vraiment le salon de Montreuil. Mais ça a un coût financier et quand on vient de se marier, qu'on doit acheter une maison, y aller juste pour voir les gens, c'est plus une raison suffisante par rapport aux circonstances du budget et tout machin. Donc du coup cette année pas de Montreuil pour moi. Ça veut pas dire que je ferai pas de salon, mais il y a peut-être d'autres salons qui correspondent plus à mes goûts de lecture où je pourrais dépenser de l'argent comme ça pour y aller et qui seront plus en adéquation avec mes goûts de lecture. Bref. Donc l'année dernière j'avais pris le tome 2 de L'île du crâne à Montreuil. Ma foi, c'était un moment trop sympathique de BD, voilà, j'en lis très peu mais je les sélectionne avec soin et celle-ci est très très chouette. Pour rappel, L'île du crâne c'est le roman qui a prétendument inspiré Harry Potter.
Sur certains points je suis plutôt d'accord, sur d'autres pas du tout. Franchement, je vous laisserai faire votre propre opinion. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que j'ai passé un excellent moment avec cette petite BD qui est très joliment illustrée, très jeunesse, très école de magie. Je l'ai lu au tout début du mois d'octobre, juste après mon mariage ou juste avant, je ne sais plus. Et franchement, c'est passé tout seul, c'était très très chouette. Donc voilà, si vous aimez les BD jeunesse, je vous conseille cette saga. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 tomes et le 3e n'est pas prêt d'être fait, puisque en fait l'auteur avait écrit 2 livres et un petit peu saoulé de, comment dire, du succès d'Harry Potter, il avait décidé d'arrêter sa saga et de ne plus écrire. Et en fait, cette sortie en BD lui a redonné le goût et apparemment il serait potentiellement en train d'écrire une suite. Voilà. Donc j'en sais pas plus parce que du coup ça c'est des informations que j'avais de Montreuil, même pas 2024, 2023. C'est peut-être un peu daté, ça se trouve il n'a plus du tout continué, mais en tout cas c'était très chouette. On va passer du coup à mes lectures et je vais passer du moins bon au meilleur. Et le moins bon était quand même tout à fait acceptable puisque c'était le Murder Club du jeudi de Richard Osman publié chez Le Livre de Poche. J'ai lu, regardé le film dans l'espace de 3 jours. Donc je peux vous dire que je la connais cette histoire. Ensuite 4 octogénaires anglais dans la campagne, mais attention, hein, pas n'importe quel retraité, des personnes fortunées puisqu'ils vivent dans une espèce de bâtisse qui a été aménagée, où ils ont des soins, où ils ont des activités, c'est hyper luxueux et en fait ils achètent des appartements, donc ils ont quand même leur quartier, c'est vraiment des vrais appartements, c'est pas juste des chambres, sauf qu'il y a un personnel médical qui est là H24, qui a des activités et que du coup ils ont des voisins et qu'ils sont pas tout seuls entre guillemets. C'est un peu un entre-deux entre une maison de retraite et une résidence senior, c'est un petit peu les deux, mais surtout c'est de luxe, hein, clairement, n'importe qui n'achète pas un appartement là-bas. Un jour vous avez un des associés qui du coup est propriétaire de cet espace d'EHPAD pour riches et ce monsieur est retrouvé assassiné. Or, ces 4 personnages, leur petit plaisir, c'est d'essayer de résoudre un ancien crime. Ils font des recherches, voilà, il y a un crime qui n'a jamais été élucidé, qui d'ailleurs avait fait l'objet d'une enquête par une autre résidente qui, elle, est dans un état un petit peu comatique, qui du coup ne fait plus partie du club, mais qui a vraiment travaillé sur l'affaire. Et donc, quand ce monsieur va être assassiné, ils vont mener l'enquête avec l'aide d'une jeune policière qui est vraiment traitée comme du caca par ses collègues hommes et qui du coup décide de donner un petit coup de pouce à ces vieux qui semblent avoir quand même des capacités assez incroyables. Et on nous dit très très rapidement que Elisabeth, notamment, peut-être travailler pour un organisme étatique bien connu. Voilà, je vous en dis pas plus. C'était anglais, c'était drôle, c'était très très chouette et j'ai beaucoup aimé l'adaptation d'ailleurs, que j'ai trouvé très sympa. C'est une saga de Cozy Mystery qui va vraiment par contre s'appuyer sur des références on va dire de la pop culture anglaise. Donc si vous n'êtes pas trop branché là-dedans, vous allez pas du tout comprendre les références et ça risque d'alourdir un petit peu votre lecture. Moi personnellement c'est passé, sachant que j'avais quand même pas mal de références parce que notamment ils ont parlé d'une émission qui s'appelle The Great British Bake Off, qui en France s'appelle Le Meilleur Pâtissier, qui est une émission que je suis. Donc voilà, il y a quand même des choses comme ça, il y a une allusion. Alors ils appellent pas ça Danse avec les stars, c'est, alors traduit en français, c'est Patine avec les stars. Moi ça m'a beaucoup fait rire. Mais voilà, il faut avoir quand même cet esprit pop culture, que ce soit télévisuel ou musical, anglais, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été adaptées en France, donc on arrive à s'y retrouver quand même, mais il faut quand même être ouvert sur la question. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de lire le 2e tome assez rapidement, parce que je crois qu'il y a 4 tomes, et c'était très chouette, ma foi, c'était vraiment très chouette. Ensuite, c'est difficile de choisir, parce que vraiment les 4 c'était des très bonnes lectures, heureusement, hein. En fait ça a été un peu tout ou rien, c'était soit vraiment j'ai adoré, soit c'était compliqué. J'ai lu Tenir une auberge magique, guide de survie pour sortir de son goût mandana, publié chez Gwen, qui est donc un livre qui va parler de Sarah Swan, qui un jour a essayé de ramener d'entre les morts sa grande-tante, qui y est arrivée, mais qui en échange a perdu ses pouvoirs, mais subsiste dans l'auberge qu'elle a avec sa grande-tante, une espèce de magie latente qui va permettre aux objets inanimés de trouver une vie. Un jour, elle va avoir la possibilité de pouvoir, on va dire, inverser le sort, sauf que c'est écrit dans une langue qu'elle ne comprend pas et elle va demander l'aide d'un des occupants qui lui travaille dans les langues perdues. En gros c'est un polyglotte des langues magiques
Et donc va commencer une petite romance entre les deux. C'était franchement très chouette. Alors, je pense que j'étais moins contrariée de la scène un peu olé olé et encore que ça passe. Parce qu'elle avait fait pareil dans son premier roman. Donc j'y étais préparée et je pense que du coup ça m'a pas dérangée dans ce sens-là. Parce que je m'y attendais. La première fois ça m'avait fait bizarre parce qu'on était dans un truc très cosy, très mignon, puis tout d'un coup il y avait une scène olé olé et j'étais là genre mais qu'est-ce que ça fait là? Là je pense qu'en fait je m'y attendais donc du coup c'est beaucoup plus passé et j'ai préféré cette histoire à la première et pas uniquement parce que la couverture est rose mais parce que j'ai vraiment aimé tous les personnages, que ce soit la sorcière qui a été maudite et qui du coup est sous une forme de renard, qui est celle qui va aider Serra à essayer de trouver le sortilège, parce que du coup si elle retrouve ses pouvoirs elle pourra lui redonner sa forme humaine. Notre gentil monsieur qui est assez mignon, le coq squelette qui est ramené à la vie en même temps que sa grand-mère, la maison, les occupants. Il y a une romance entre deux personnages âgés, j'en dirais pas plus parce que voilà, qui est vraiment très 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 chou. Tous les personnages qui sont là sont vraiment super mimes et je les ai beaucoup aimés. Et j'ai passé un très très bon moment, franchement c'était une lecture très cosy, parfaite, juste après mon mariage, pour me mettre tranquillement dans une lecture, mais pas non plus trop compliquée, pas trop exigeante. Franchement j'ai passé un excellent moment et je ne peux que vous conseiller cet ouvrage. Ensuite, ah là là c'est dur mais je pense que je vais mettre Donato Carisi, même si j'ai adoré ce livre, La Maison des Silences. C'est le 4e tome de la saga de Pietro Garber, qui est un hypnotiseur pour enfants. Et là on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Mathias, qui a 9 ans et toutes les nuits il se réveille en hurlant, en disant qu'une dame vêtue de noir vient le chercher et lui parler. Du coup il développe un petit peu une phobie et Pietro, qui se trouve dans un état un peu particulier, il faut avoir lu le tome 3, attention hein, pour lire ce tome 4. Je vous le dis, cette saga il faut vraiment la lire dans l'ordre, c'est important si vous voulez comprendre le personnage de Pietro Garber. Il y a énormément de choses qui se passent dans sa psyché personnelle à chacun des tomes, donc il y a certains livres, je vous dirais, vous pouvez les lire dans le désordre, c'est pas très grave. Cette saga, je pense que c'est quand même très important de la lire dans l'ordre. Donc je vous disais, Pietro il est dans un état particulier par rapport au tome 3. Il va donc mener son enquête d'une façon un peu particulière et le lecteur aussi va devoir, comment dire, rassembler les morceaux et les remettre dans l'ordre. Et j'ai trouvé que cette enquête était, comme toutes les autres, hyper haletante, hyper poignante. C'est le dernier livre que j'ai lu avant de me marier, donc ça a une place particulière dans mon cœur. Mais je dirais que sur toute la saga, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Mais ça veut rien dire parce que c'est une saga que j'adore et c'est un livre que j'ai adoré. C'est juste que les 3 autres, pour moi, étaient encore meilleur. Voilà, mais en tout cas, si vous cherchez un thriller très sympa pour cette fin d'année, je vous conseille La Maison des Silences. On arrive sur les 2 meilleures lectures et là, le choix n'est pas difficile parce qu'il y en a un qui est au-dessus des autres. Ma deuxième meilleure lecture du mois, c'est Falling Like Leaves de Misty Wilson, publié chez Elegy. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de la vidéo Doudou choisit mes lectures. Donc mon mari choisit mes lectures, que vous adorez parce que faut dire que comment ne pas aimer mon mari, forcément. C'est pas moi qui vais vous contredire là-dessus. Et donc c'est une romance saisonnière, young adulte, c'est un début de saga. Je sais pas si tout va se passer dans l'automne ou si elle va faire une saison à chaque fois. En tout cas c'est une quadrilogie prévue et donc une romance young adulte. D'habitude c'est pas du tout mon genre, mais là on était vraiment dans l'esprit cosy des téléfilms de Noël et j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment, même si certaines problématiques, certaines réactions de jeunes adultes m'ont paru un petit peu pas adaptées. C'est aussi parce que forcément moi je suis plus âgée, donc j'ai un recul sur la situation que des jeunes de cet âge-là ne peuvent pas avoir, donc c'est normal. Malgré tout j'ai passé un excellent moment. On suit Elise, elle veut aller faire un stage à New York, elle a sa vie qui est toute tracée, elle sait dans quelle fac elle veut aller, elle est un peu en adoration devant son père et ses parents lui disent on se sépare, gros choc, et sa mère l'emmène dans une petite ville toute paumée et elle est dégoûtée, elle est là genre mais pourquoi tu m'as pas laissé avec papa, vraiment. Petit à petit elle comprend pourquoi sa mère l'a emmenée, peut-être ses raisons, et elle va retrouver notamment ce jeune homme qui est barista maintenant et qui a été un petit peu un amour d'été parce qu'elle allait déjà l'été dans cette ville en vacances puisque sa tante est mère du village et du coup voilà, elle va essayer de s'intégrer quand même pour la dernière année qui lui reste avant la fac. On est sur un mix entre les téléfilms de Noël et les séries type Virgin Rivers. Forcément j'ai adoré, forcément j'ai passé un bon moment. L'écriture reste très adulte pour du young adulte je trouve. C'est juste que les personnages sont jeunes et ont des problématiques qui sont un petit peu au-delà de mes façons de fonctionner
actuelle, parce que rappelons-le, j'ai quand même 33 ans, j'ai roulé ma bosse. Pour moi, avoir 16-17 ans, c'était la moitié de ma vie, et sachant que les premières années, elles comptent pas vraiment parce qu'on ne s'en souvient pas, j'ai passé plus de temps à me souvenir de ma vie après avoir 16-17 ans que avant. Donc voilà, je suis quand même un petit peu loin de toutes ces problématiques. Mais malgré tout, j'ai passé un très bon moment. C'était très chouette, c'était très cosy, très automne. C'était parfait pour la saison, parfait pour mon pull d'ailleurs. Donc voilà, je vous la recommande, même si d'habitude le young adulte, notamment en romance, c'est pas trop votre tasse de thé, je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil. Et j'avais oublié un livre, je viens de le voir. Alors du coup, il fait partie du même vlog, donc Doudou, mon mari, choisit mes lectures. Je pense que je l'ai moins aimé que Falling Like Leaves, mais c'est un très bon livre. Il s'agit de La petite boutique au poison de Sarah Penner, publié chez Pocket. C'est un livre qui va se plonger dans une double temporalité avec une apothicaire en 1791 qui va donner des poisons aux femmes pour les éviter de subir un mari violent, pour avorter, voilà, ce genre de choses. Et donc c'est une femme qui va travailler pour les femmes. Et en même temps, on a une américaine 2 siècles plus tard qui, elle, découvre que son mari la trompe, mari ou fiancé, je ne sais plus, et qui quitte tout pour aller faire des recherches. Puisque elle est historienne, parce qu'elle avait mis sa carrière entre parenthèses pour son fiancé, et du coup elle va reprendre un petit peu sa vie en main. Les parallèles ne sont pas forcément hyper présents comme on a l'habitude dans les romans à double temporalité, c'est plus des anecdotiques qu'autre chose, mais j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Il faut savoir que j'ai lu L'Empoisonneuse de Palerme il n'y a pas longtemps, cet été, qui traitait un petit peu des mêmes thématiques. Il n'y avait pas une double temporalité, mais on avait cette empoisonneuse qui fournissait des poisons et autre chose. J'irai pas plus loin dans la comparaison parce que sinon je risque de vous spoiler, mais du coup je pense que c'était peut-être trop tôt pour lire quelque chose d'aussi similaire. Donc c'était très chouette, mais c'était pas un coup de cœur parce que j'ai lu un livre similaire il y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimé. Vraiment je l'avais adoré, et je pense que si j'avais lu ce livre en premier j'aurais encore plus aimé, mais là c'est juste que c'était peut-être un petit peu trop tôt pour lire 2 histoires qui sont si similaires, mais ça restait quand même une très bonne lecture et je vous la conseille à 1000%. Et enfin, the lecture du mois, vraiment la lecture qui a fait que ce mois était génial. C'est une lecture qui m'a fait glousser, qui m'a fait ricaner, que j'ai adoré, que j'ai dévoré. C'était trop bien. Il s'agit d'Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer, publié chez Calix. Et oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire. C'était trop chouette. On suit Ivy, qui peine un peu à trouver un job, et par le hasard des choses, en sauvant un petit peu sans le faire exprès la vie de quelqu'un dans la forêt, elle se retrouve à travailler pour lui. Et il se trouve que ce monsieur n'est autre que le vilain du coin, vilain qu'elle imaginait dans sa tête comme un monsieur barbu au dos accrochu et tout, et qui en fait finalement est plutôt BG, on va pas se mentir, mais qui est vilain et qui va trancher des têtes et tout le monde a peur de lui. Ouh. Et du coup elle va devenir son assistante personnelle, voilà, gérer un petit peu l'intendance de son château où têtes tranchées sont assez monnaie courante. Sauf qu'un jour quelqu'un va essayer d'attenter à la vie de son vilain, et ça il y aura de questions. Déjà de 1 parce que c'est son employeur, voilà, et de 2 parce que c'est pourrait qu'elle le trouve quand même assez canon, ce monsieur. Et donc Ivy, elle va non seulement déjouer la tentative d'assassinat, mais également partir sur les traces de qui aurait pu en vouloir à son vilain. Elle sait que tout le monde lui en veut, mais qui aurait pu lui en vouloir à ce point-là? Et c'était drôle, mais c'était hilarant. Franchement, j'ai adoré. Alors c'est un humour particulier qui, je pense, ne conviendra pas à tout le monde, mais moi j'ai gloussé. Pour vous donner un aperçu un peu de l'humour qu'on a là-dedans, voilà, c'est la carte du début. Là, vous avez des flèches et marqué attaque. Et là, il y a marqué mettre le feu avec une tête de mort. Bref, c'était vraiment hilarant et j'ai passé un excellent moment de lecture. Je l'ai dévoré, j'ai trouvé que c'était drôle, que c'était plein de douceur et de mignonitude. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas vraiment de la romantécie, c'est de la romance dans un univers paranormal. Et en fait, il se trouve que c'est exactement ce que j'aime. Je n'aime pas la romantécie. Je préfère de la fantaisie avec un peu de romance ou de la romance paranormale. Mais j'aime pas le mix des deux. J'aime pas quand la fantaisie et la romance sont vraiment au même point, parce que je sais pas. Voilà, je trouve que souvent c'est un prétexte et que du coup l'univers n'est pas assez creusé, alors que dans les romances paranormales, c'est assumé qu'on est sur une romance, et c'est juste un contexte en fait, la fantasy. Et donc du coup je me suis rendu compte que c'est ça que j'adore et pas la romantécie. Donc
c'est bien, ça m'a permis d'affiner mes choix, hein, mes goûts de lecture. En tout cas, je lirai sans attendre le tome 2, enfin sans attendre, dès que je l'aurai, parce que là je l'ai pas encore acheté, parce que vraiment, mais c'était une lecture exceptionnelle que j'ai adorée dans un moment où j'avais une panne de lecture, où j'avais du mal à lire, et en fait, que ce soit ça ou Falling Like Leaves, ça m'a un petit peu sauvé de ma panne de lecture, et après, derrière, je suis retombée en panne de lecture, donc voilà. Mais ça vraiment le meilleur livre de ce monde. Voilà, je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre des petits emojis de grenouille, si ça existe, pour Assistant to the Villain, parce que la grenouille, c'était un élément hilarant encore de ce livre. Un grand merci pour tout votre soutien, vidéo après vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez envie de me soutenir gratuitement, un petit pouce en l'air, un commentaire, ce serait hyper sympa pour moi. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!